des pourquoi de cet après-midi. Cette fois-ci, le docteur Laurent Vercueil, neurologue au CHU Grenoble-Alpes et chercheur au LPNC, va tenter de découvrir la réponse à la question « Pourquoi l'intelligence humaine est-elle si limitée ?» en faisant, je crois, des incartades dans la science-fiction. Merci Marion, merci beaucoup de l'invitation à vous parler. Donc après que Martial nous a montré comment les IA étaient puissantes et élaborées, moi j'ai montré comment est-ce que l'intelligence humaine est extrêmement limitée et en fait prise en défaut. Donc on est tout à fait complémentaires et il y a des petites concordances. Donc voilà. Alors juste, bon, je vais parler d'intelligence. Donc définition alors très basique, hein, sûrement critiquable, mais qui moi me permet d'avancer dans le topo de l'intelligence. C'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes. Donc si les problèmes sont compliqués et qu'on arrive à les résoudre, c'est qu'on a plutôt une bonne intelligence. Si les problèmes sont simples et qu'on est en échec, c'est qu'on a un problème d'intelligence. Quel que soit le type de problème, hein, problème de qu'est-ce que je fais de ce petit chaton, comment est-ce que j'interagis avec lui, c'est un problème. Donc mon intelligence me permet de savoir comment m'adresser à ce petit chaton et de savoir comment faire. Alors, l'intelligence, pourquoi est-ce qu'elle est si limitée? Ça me permet en fait de revenir un petit peu sur les vieilles conceptions d'intelligence. En gros, notre intelligence, pendant longtemps, elle était mise un petit peu en relation, en comparaison avec l'intelligence animale. Et depuis l'Antiquité, en fait, tous les gens qui se posent des questions sur l'intelligence humaine l'ont comparée avec l'intelligence de l'animal. Donc, est-ce que l'homme peut résoudre des problèmes que l'animal ne peut pas résoudre, etc. etc. Maintenant, il y a un nouvel intervenant dont Martial nous a parlé, c'est l'IA. Et finalement, notre intelligence, on la voit prise entre ces deux feux. D'un côté, l'intelligence animale, l'intelligence de l'IA, artificielle. Donc, où est-ce qu'en est l'intelligence? Qu'est-ce qui va pointer là-dedans? Ses limites. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Pour ça, il faut qu'on revienne un petit peu à finalement qu'est-ce que c'est, quelles sont les caractéristiques les plus fortes de l'intelligence humaine. Les caractéristiques, eh ben, je les ai listées là. Alors, je me suis inspiré d'un article de Changeau et collaborateurs qui dit, voilà, c'est quoi l'avantage, ce qu'il appelle l'hominisation du cerveau, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que notre cerveau peut produire quelque chose que d'autres espèces animales ne peuvent pas. Une première chose importante, c'est la capacité qu'on a à avoir une mémoire à très long terme. Et j'ai même mis très long terme. Ça, c'est quelque chose de très important et qui est vraiment spécifique à l'homme. L'une des choses que permet cette mémoire à très long terme, c'est le fait de différer les actions. Par exemple, je mets de l'argent à la banque, et ben, je peux le laisser. Et parfois, je le laisse des dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, 40 ans à la banque, et je le retire seulement à la retraite. Ben ça, c'est un peu unique. Hein. La capacité de différer une action alors qu'il y a une récompense. L'argent, je peux le dépenser. Je peux tout de suite en profiter. Après tout, l'argent, c'est là pour être dépensé. Ben, cette action, elle est différable très loin. Alors que, par exemple, un pigeon, ça a été étudié, hein, comment est-ce qu'un pigeon peut différer l'accès à des récompenses? Ben, c'est 2 secondes. Il arrive à 2 secondes. Et nos plus proches cousins, hein, les primates non humains, comme les chimpanzés, ils arrivent à 2 minutes pour différer cette action. Donc, vous voyez à quel point on a pu retarder comme ça l'accès à des récompenses qui, théoriquement, est immédiate. Deuxième chose, c'est la conscience et la métaconscience, la conscience d'être conscient. Ça aussi, c'est partagé, je ne dis pas que les animaux ne sont pas conscients, mais on arrive à un niveau de conscience qui est assez unique sur le plan humain. Le raisonnement, la faculté de raisonnement est quelque chose qui a frappé dès l'Antiquité, puisque Aristote disait que l'homme est un animal doué de raison. Le fait de pouvoir raisonner, c'est-à-dire d'articuler une suite logique de choses jusqu'à un résultat. La présence de la théorie de l'esprit, c'est le fait que je peux, devant une personne, en regardant un petit peu, en détectant des signes de son attitude, sa façon de regarder, de se manifester, je peux détecter ce qu'il a en tête, ce qui est présent dans son esprit et qui est différent de ce que j'ai dans mon esprit. Cette théorie de l'esprit, c'est quelque chose qui a aussi un côté spécifiquement humain. Évidemment, l'accès au langage, la manipulation du langage, donc des représentations symboliques hein, qui vont pouvoir être articulées, constituer la pensée. Et enfin, une dernière capacité qui est assez étonnante, alors je crois que certains auteurs parlent de dendrophilie, mais en fait la dendrophilie, ça veut dire beaucoup aimer les arbres. Alors c'est pas vraiment la dendrophilie, c'est le fait
de bien aimer l'arborisation, les classifications. On a tendance à classifier. Lorsqu'on voit quelque chose, lorsqu'on voit un objet, lorsqu'on voit une personne, et bien tout de suite, on va générer en fait une classification. On va la ranger dans des cases. Et ça, c'est très très humain, et ça explique beaucoup de choses. Ça explique la tendance qu'on a à la généralisation, qui est une propriété du cerveau humain et de l'intelligence humaine, mais qui est aussi une limite, comme on va le voir. Donc voilà, ça c'est un petit peu des grandes facultés dont l'être humain s'est toujours enorgueilli. Alors ici enorgueilli, maintenant, il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes, c'est que quand on regarde le résultat, eh ben, tout ne marche pas de manière parfaite avec tous ces éléments qu'on a. Des extraterrestres qui viendraient comme ça voir la Terre, ils diraient, mais surtout, il ne faut pas s'atterrir ici, il ne faut pas atterrir sur cette planète. Elle est en plein d'éconocène. D'éconocène, c'est une façon un petit peu de parler de l'anthropocène, donc l'impact de l'être humain sur la planète Terre, qui n'est pas forcément la plus positive. Donc, on a un problème. On a une intelligence dont, depuis la nuit des temps, on est extrêmement fier, et dont finalement, on se rend compte qu'elle n'opère pas aussi bien que ce qu'elle devrait. Alors, que nous dit l'ASF? Alors, je prends des petites incises dans la science-fiction. Une des incises, c'est le film de Luc Besson, Lucie. Le film de Luc Besson, il raconte l'histoire, je pense que peut-être que vous avez vu ce film, de Scarlett Johansson, qui va avoir une intelligence qui, à la suite d'un accident, en fait, elle transporte de la drogue, et cette drogue va avoir un effet sur elle, va avoir son intelligence se développer de manière considérable. Alors, ce qu'il y a dans ce film, surtout, c'est une conférence au début de Morgan Freeman, qui explique que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. 10% de notre cerveau, c'est un neuromythe, c'est-à-dire que ça repose sur rien. On utilise tous notre cerveau, mais ce neuromythe permet en fait à Morgan Freeman de dire que, imaginez ce que ça serait si nous pouvions dépasser les limites de notre intelligence. Imaginez ce qui se passerait si nous pouvions aller, en gros, 10 fois plus que ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Alors, 10 fois plus, c'est énorme. Vous avez vu déjà les qualités de notre intelligence. Si on multiplie ça par 10, on arrive à des niveaux incroyables de fonctionnement. Or, la question c'est, ok, nous sommes des abrutis, mais est-ce que vraiment le concept d'abruti peut exister dans la nature? Est-ce qu'il y a des abrutis dans la nature? Eh bien, en fait, bizarrement, on a trouvé des abrutis dans la nature. Le premier abruti qu'on a trouvé, c'est l'abruti du Mésozoïque, le stégosaure. Le stégosaure, c'est un animal préhistorique qui a été découvert par Charles Marsh au XIXe siècle. Et donc en 1880, il fait la première description du cerveau du stégosaure. Évidemment, il n'a pas trouvé le cerveau. Le cerveau, c'est un organe, un tissu mou qui se dégrade, qui disparaît. Par contre, on récupère le crâne et à l'aide de ce qu'on appelle l'endocrâne, c'est-à-dire l'intérieur du crâne, on peut reconstituer à peu près la forme approximative de ce qu'était son cerveau. Or, en fait, en étudiant un petit peu cet endocrâne, il se rend compte, en prenant une comparaison qui était le jeune alligator du Texas, pas du Texas, mais d'un État américain, il se rend compte que le stégosaure, qui est un animal considérable, je ne sais pas quelles sont les dimensions, mais vous imaginez, enfin voilà, c'est un stégosaure, il a un crâne qui est 10 fois plus petit que le jeune alligator, qui lui-même a un corps 1000 fois plus petit. Autrement dit, on se retrouve avec un animal, et ça frappait vraiment les paléontologues de l'époque, il n'y a pas du tout un cerveau qu'on attendrait chez un animal de cette taille. Et ça a été le point de départ de l'idée que le stégosaure était probablement l'animal le plus stupide de la Terre qui ait jamais existé sur la Terre. Alors en fait, il y a une erreur, c'est Jean Leleuf qui, dans la peau des dinosaures, la mentionne, c'est qu'il y a un rapport entre la taille du cerveau et la taille du propriétaire de ce cerveau qui n'est pas linéaire. Elle est allométrique, c'est-à-dire qu'un petit animal a un cerveau qui est plus gros que ce qui serait attendu en fonction de sa taille. Alors, ça c'est vrai, mais même en corrigeant avec ce facteur, même en corrigeant avec la taille, on a ce qu'on appelle le quotient d'encéphalisation, qui est en gros ce rapport entre la taille du cerveau et la taille du corps, corrigé par ce facteur métrique, qui nous donne quand même un très gros avantage. Vous avez en bas l'homme, c'est-à-dire qu'on a quand même un gros cerveau par rapport à notre taille. Alors,
ça veut dire aussi que, et ça a été souligné par pas mal d'auteurs, c'est que tout cet avantage cognitif humain dont j'ai parlé tout à l'heure, eh ben, il a été développé pour nous permettre d'occuper une niche écologique qui est la niche cognitive, qui est la niche de la connaissance. Donc, nous avons investi en tant qu'espèce dans l'intelligence, et pourtant, cette intelligence, elle est limitée. Elle est limitée, mais ça ne veut pas dire que les autres animaux, et notamment les autres primates non humains, n'ont pas développé certaines autres niches écologiques. Et je vais vous montrer une vidéo de primatologues du Japon, hein, qui ont étudié chez le chimpanzé certaines aptitudes. Les aptitudes, alors le test il est très simple, hein, vous allez voir, je vous le décris parce que la vidéo est courte, donc si vous n'étiez pas avant, vous risquez de ne pas avoir le temps de voir les choses. Donc le chimpanzé est devant un écran où vont s'afficher une série de chiffres, de 1 à 8 ou 9, je ne sais plus. Et il doit simplement, pour recevoir une récompense, pointer vers chaque chiffre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis ensuite l'écran noircit, à nouveau les chiffres apparaissent, en changeant de position bien sûr, à chaque fois la position change. Sauf que par la suite, ces chiffres qui apparaissent vont être masqués. Donc ils sont masqués, on ne voit plus les chiffres, mais le chimpanzé doit quand même pointer vers les chiffres en se souvenant de leur position. Vous allez voir que c'est super difficile. Hein. This chimp has learned to count just like humans, but how does his memory ability hold up? In this test, the numbers 1 to 9 were quickly replaced by blank squares, and the chimp had to remember their position on the screen. The 3 young chimps tested were all very good at the task, leading researchers to believe they had something similar to photographic memory. Young chimps outperformed both their mothers and human university students. When the numbers were flashed on the screen for shorter periods of time, humans had trouble remembering their order, whereas the chimps performed just as well. It's the first time chimps have beaten humans at a memory test. Donc, même quelque chose dont on est très très fier, hein, notre mémoire, alors, c'est une mémoire très particulière, mais même ça, on est battu, mais à plate couture, par les singes. Ce qui veut dire, par les chimpanzés, ce qui veut dire que nos limites sont liées aussi, en fait, à l'univers dans lequel on se déplace, l'univers culturel, physique, etc., qui fait que certaines performances nous sont utiles, mais d'autres sont peut-être utiles dans d'autres contextes à d'autres animaux. Donc, ok, donc on se rend compte un petit peu qu'on a des limites, il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent moins bien, et donc finalement, quelles sont ces limites? Alors c'est là qu'on peut regarder un petit peu de l'autre côté, non pas du côté de l'animal, mais du côté de la machine. Là encore un petit cartoon, hein, j'aime bien les cartoons. Donc voilà, je suis en train d'essayer de créer une IA, genre celle de Martial, là, qui peut comprendre et utiliser le sarcasme. Oh, et ça marche bien? C'est super, ce mec est un vrai génie. Et est-ce que c'est un sarcasme? Ben, je sais pas. Donc, cette intelligence-là, j'ai trouvé un article, et je me suis appuyé sur cet article pour la suite du topo, qui regarde justement un petit peu quelles sont les limites humaines par rapport aux machines. Et en fait, ces limites, elles sont au nombre de 3. Le fait que nous ayons un temps qui est limité, nous ayons des capacités computationnelles, alors je m'y calcule, mais computationnelles limitées, et le fait que même notre communication, elle est limitée. Alors, je vais rentrer juste un petit peu dans le détail et vous expliquer quelles sont ensuite les solutions qu'on a trouvées à ces limites. Première chose, c'est les limites temporelles. Alors, il y a 3 types de limites temporelles. La première, qui est la limite liée à l'impératif de survie. Ce qui veut dire qu'on doit quand même nécessairement détecter rapidement devant nous les dangers, de manière à agir rapidement. Il ne faut pas que je sois exposé à des millions d'images de tigres ou à des millions de tigres réels pour pouvoir décider ce que je fais devant un tigre. S'il y a un tigre qui rentre là, ici dans la pièce, je vous promets que même si ça vous est jamais arrivé, moi j'ai jamais été en face d'un tigre, on va tous se carapater à toute vitesse. D'accord? Ce qui veut dire qu'on fonctionne, et ça c'est un petit peu la solution qu'on a trouvée, avec des biais inductifs de généralisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir des millions d'images, une seule image suffit, une ou deux, et on saura quoi faire, on va aller très vite. Donc, ça s'appelle en fait apprendre dans un régime parcimonieux en data. Finalement, par rapport aux machines,
on a assez peu de data en input, on a peu de données qui nous arrivent. Et bien qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien on va reposer un petit peu sur ces biais, on appelle aussi des biais heuristiques, hein, c'est-à-dire des biais qui vont nous dire, bon ça, j'ai catégorisé, j'ai généralisé, je sais ce qu'il faut faire, il faut partir par là-bas. Deuxième chose, c'est la limite liée au dilemme exploration-exploitation. Tous nos problèmes, toutes nos décisions sont toujours, vont toujours avoir deux voies possibles. Soit je fais un truc que je sais faire, dont je connais le résultat est garanti, je sais que le résultat est bon, soit j'essaie un nouveau truc, l'exploration. Le problème, donc lorsque j'exploite quelque chose que je sais faire, le résultat, je le connais. Lorsque j'explore autre chose, ce que j'aurai en résultat, c'est une information. C'est un accès à une information. J'aurai une information nouvelle. Bah tiens, ça marche pas. Voilà, par exemple. Le problème, c'est que ça va se faire, cette exploration, au cours du temps. Donc quand je suis enfant, je peux explorer plein de trucs, j'ai du temps devant moi. Mais plus j'avance, plus je vais me baser sur ce que je connais, les résultats garantis. Et ça, c'est le risque un petit peu qui nous menace tous, hein, d'aller vers des routines, des choses qu'on connaît bien avec les résultats, etc. Et il faut garder l'autre manche en main, hein, qui est en gros la curiosité, hein, essayer d'autres trucs, essayer de nouveaux trucs. Donc voilà, privilégier soit le résultat, soit l'information. Et puis enfin, il y a une limite qui est une limite liée à la durée de la vie humaine, qui fait que on n'a pas toute la vie devant nous, si un petit peu, mais justement on n'a que la vie devant nous, et nos masses d'expérience sont forcément limitées. Donc on va développer pour ça la possibilité de transmettre ce qu'on sait via des outils. J'y viens. Deuxième limite, la limite de calcul computationnel. En gros, on a un pouvoir de processing qui est ce qu'il est. Hein, on ne peut pas faire des calculs à la vitesse que font les machines. Comment est-ce qu'on sort? Comment est-ce qu'on va dépasser ces limites? Et bien notamment en faisant quelque chose, en faisant deux choses que les machines ne savent pas faire, peut-être Martial tu me corrigeras, mais qui est d'abord de partitionner les problèmes, c'est-à-dire qu'on a un problème à faire, et ben on va le découper en petits problèmes. On va faire des sous-tâches. On va dire, je vais d'abord régler ça. Quand on fait le Rubik's Cube, vous vous rappelez, c'est ce cube avec des faces colorées. Hein. Et bien en fait, on ne se met pas dans le Rubik's Cube comme une machine en disant, allez, l'objectif c'est d'arriver à la fin à avoir toutes les faces de la même couleur, tac, 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 tac. Non, on dit, je vais d'abord faire une face, hein, ça sera déjà bien de faire une face, et après je verrai quel problème je peux faire pour faire deux faces, et ainsi de suite. On va faire des sous-tâches. Et en fait, beaucoup de nos problèmes compliqués sont gérés avec ça. La deuxième chose qui nous permet d'en sortir avec cette machinerie un petit peu qui rame, quoi, hein, c'est le méta-raisonnement. C'est-à-dire, ok, j'ai un problème, il faut que je le résolve. Et bien, comment je fais pour trouver la bonne façon de résoudre ce problème? Et en gros, là où je vais réfléchir, finalement, c'est quoi le chemin pour détecter, non pas la résolution du problème, mais la façon de trouver le truc pour résoudre le problème. C'est ça le méta-raisonnement, c'est trouver le moyen de savoir comment résoudre le problème. Donc, dernière limite, c'est la limite de communication. C'est-à-dire, ok, ce qui est dans ma tête, là, je ne peux pas le télécharger quelque part, et puis voilà, vous venez avec vos clés USB, vous récupérez tout ce qui est dans la tête, je peux pas, vous repartez avec, c'est bon, j'ai transmis tout ce que je savais sur la neurologie, le cerveau. Non, c'est pas possible. Je suis obligé de prendre un micro et laborieusement d'essayer d'articuler des mots pour que le message passe, plus ou moins bien, en me trompant de mots, etc., etc. Donc, ok, comment est-ce que je fais avec ce contenu cérébral pour vous le transmettre? Eh bien, il y a le langage, hein, ça c'est une bonne découverte. Et puis, il y a tout ce qui va permettre le support cumulatif. C'est-à-dire le fait que les choses chez les humains vont se cumuler. Là, ici, il y a une vidéo. Ça permet d'enregistrer les choses et de les faire suivre, et ainsi de suite. Et les personnes vont pouvoir revoir une vidéo, etc. etc. C'est l'aspect cumulatif qui a été... ça repose sur les livres. Par exemple, les livres sont un bon exemple de transmission cumulative de la culture, le fait qu'on a des outils qui nous permettent de se projeter dans l'avenir et de communiquer. Et alors finalement, ok, on a ces freins, on a vu qu'on a ces limites, on a vu que c'était des limites qu'on pouvait un petit peu surpasser, enfin on trouvait les moyens de les surpasser, mais finalement quels sont les freins? Pourquoi est-ce qu'il y a ces limites? La vraie raison c'était pas tellement comment, jusqu'à présent je vous ai dit un petit peu comment. Là en fait la question c'était la question des pourquoi. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ces limites? Donc, je vous l'ai dit, les solutions un petit peu trouvées pour ces limites humaines, c'était les apprentissages rapides, donc notamment les biais inductifs,
la partition des problèmes, l'évolution culturelle cumulative. Mais derrière, on peut se dire, est-ce que ce plan, puisque le support de tout ça, c'est notre cerveau, donc la connectivité, etc., comment est-ce qu'on peut arriver à améliorer tout cela, hein? Vous avez vu que ces liens, ces faits sont liés, hein, ces limites sont liées, je veux dire. Et bien, alors, vous êtes déjà arrivé là, je ne m'attendais pas, je pensais qu'il y avait une autre derrière. C'était juste pour vous montrer une expérience très classique de psychologie sur ces biais inductifs, sur le fait que on va, en gros, notre perception, et ben c'est pas une perception comme celle du chimpanzé, le commentateur disait photographique, hein, et il voit les chiffres, puis ils sont masqués, et en fait il peut très bien probablement voir toujours les chiffres et faire des trucs. Nous, on a des couches et des couches et des couches qui vont se mettre entre la perception et la vision, et je crois qu'il y a un topo, c'est Louis qui parle après moi, oh, ça tombe super bien. Donc petite accroche pour le prochain topo que vous ne devez pas louper, à propos de ces couches de perception qui se mettent sur la vision. Une histoire très classique de 1947, hein, qui consistait en fait à prendre des enfants de 10 ans, à leur donner des pièces de monnaie, alors c'était aux États-Unis, donc c'est des pièces dans cents, et à leur demander, alors soit des pièces de monnaie, donc les pièces effectivement, elles n'ont pas la même taille en fonction de leur valeur numérique, hein, ou alors des disques de carton de même taille. Et puis ils les voient, et puis on leur demande ensuite, en cachant les pièces, de reproduire la taille de ces pièces avec un petit artifice qui consistait à un petit faisceau lumineux qui était réduit à la taille qu'ils souhaitaient. Donc, ils vont estimer en gros quelle est la taille des pièces. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'erreur par rapport à la valeur normale. C'est-à-dire que s'ils avaient bien calculé la taille de la pièce et que ça correspondait bien à la valeur, ils seraient tous là. Donc ça veut dire qu'ils vont surestimer la taille des pièces de monnaie. Mais encore plus important, non seulement ils vont surestimer la taille des pièces de monnaie, mais la différence, en pourcentage, hein, la différence, elle est très liée à la valeur. C'est-à-dire en gros, une pièce de monnaie qui vaut beaucoup d'argent, eh ben, elle est grosse, elle est très grosse. Et elle est d'autant plus grosse, vous avez à gauche des conditions socio-économiques plutôt favorisées, et plutôt des gens pauvres à droite. Donc si en plus je suis moi-même dans un milieu démuni, eh ben, je vais considérer que ce que j'ai vu, c'est énorme. Et ça, c'est effectivement très intuitif. Alors, on voit bien ce que ça veut dire, cette façon qu'on a d'estimer les choses, non pas en fonction de ce qu'elles sont, mais en fonction de comment est-ce qu'on les voit. Enfin, non, Louis, c'est toi, c'est ta partie. Et donc, j'arrive à la fin. Pour en revenir un petit peu sur science-fiction, dans cet ouvrage de Poul Anderson, qui s'appelle Barrière mentale, il se passe un phénomène assez étonnant, qui est que tout d'un coup, tous les QI, dont a parlé Karine en début de session, tous les QI, partout sur Terre, humains et non humains, montent très rapidement. Donc les gens se retrouvent à 120, 130, 150, 160, 170. Ça entraîne une catastrophe sociale. Catastrophe sociale parce qu'en fait, effectivement, des gens qui tout d'un coup réalisent que leur vie est pas chouette, ou que leur boulot, bah, ça ne correspond pas à leurs aptitudes, etc. Enfin voilà, c'est un gros désordre social. Les animaux deviennent doués de langage, enfin voilà, c'est un gros changement. Et qu'est-ce qui produit en fait cette élévation très rapide, subite du QI? C'est le fait que la planète, en fait, sort d'un champ qui est inhibiteur. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a plus d'inhibition au niveau cérébral, eh ben notre activité s'accélère. Or ça, en fait, ce qui permet à notre activité cérébrale d'être rapide, c'est notamment ces faisceaux de substances blanches qui sont en fait les conditions de vitesse de transmission de l'influx nerveux. Ça veut dire que... J'ai presque fini. Ça veut dire que si on accélère ça, si on accélère cette transmission, eh bien en fait on met plus d'unités d'information par unité de temps, et donc on peut calculer plus vite. Donc en fait, Poul Anderson avait peut-être un petit peu l'intuition de ça, en disant que, voilà, on arrivait un petit peu à accélérer la transmission d'informations et à donc à booster les limites de l'intelligence humaine. Et alors pour terminer sur le stégosaure, parce que j'aime beaucoup le stégosaure, le stégosaure, l'histoire n'était pas finie en fait. Je me suis arrêté sur le petit cerveau du stégosaure, mais en fait l'histoire n'est pas finie. Pourquoi? Parce que, en fait, à l'arrière, en fait, au niveau sacré, donc au-dessus en gros de la partie arrière de son dos, hein, au niveau des fesses, au niveau de la colonne vertébrale, il y avait un gros renflement et un grand espace, une cavité sacrée, mais vraiment dans la colonne, hein, dans la colonne.
qui était d'ailleurs 10 fois plus grosse que le cerveau devant. Petit cerveau, puis une grosse cavité. Et donc les paléontologues à l'époque, Marsh, a dit, ben ça c'est le posterior brain case. C'est le cerveau postérieur. Et du coup, et moi j'étais petit, alors j'adorais les dinosaures, pour moi, le stégosaure était un dinosaure à 2 cerveaux, je sais pas, Marion, toi aussi, ou pas? T'es d'accord, hein? Voilà, donc il y avait 2 cerveaux, il y avait un cerveau devant, un petit cerveau, et un gros cerveau derrière. Et en fait, donc c'était le mythe d'un second cerveau. Pourquoi ça mythe? Parce qu'en fait, on a su ensuite, là aussi c'est genre le l'œuf qui l'a appris, hein, que ce n'était pas du tout un cerveau, que c'est en fait probablement une réserve de graisse, bref, voilà. Donc aucun intérêt sur le plan neurologique, mais c'était le mythe qu'il y avait un deuxième cerveau. Et qu'est-ce qu'il faisait ce deuxième cerveau? Eh bien il s'occupait théoriquement de la queue, des pattes, de tout ce qui est un peu derrière, quoi, de manière à ce que le petit cerveau devant, lui, puisse réfléchir à la vie, tout ça. Donc, en fait, voilà, pour démythifier, il n'y a pas de second cerveau, les stégosaures, il y a un seul cerveau, mais il a un tagomizer. Alors, tagomizer, donc ça aussi, ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein. Vraiment, là, je vous parle de... Mais ça fait rien, c'est trop joli. Le tagomizer, c'est donc c'est ça, hein, c'est cette partie-là de la queue, hein, du stégosaure, avec ses grandes pointes. Et en fait, c'est le terme maintenant qui est utilisé par les scientifiques, hein, les paléontologues, lorsqu'ils se réunissent, ils disent « T'as vu mon tagomizer, hein, t'as vu ?» Et bien en fait, ce terme, il ne vient pas des sciences, il vient de ce cartooniste, donc un auteur de cartoon, qui a fait ce cartoon, qui a beaucoup plu aux paléontologues, où en montrant le stégosaure, il dit voilà, et maintenant cette fin, donc vous avez un homme préhistorique qui est en train de décrire le stégosaure à ses collègues, et qui dit voilà, cette fin, on l'appelle le tagomizer, en hommage à Tag Simons, donc qui avait pris ça sur la tête, sûrement, et qui était décédé. Et en fait, ça a tellement plu que maintenant les paléontologues disent le tagomizer pour parler de ça. Ça n'a rien à voir. Bon. Oui, ce que je voulais vous dire à propos de ce deuxième cerveau, c'est que voilà, nous avons tendance maintenant, je pense, à avoir un deuxième cerveau qui est notre téléphone, avec de plus en plus d'IA. Et donc, on peut se passer aussi de ce deuxième cerveau et conserver le nôtre, et donc en éteignant un peu de temps en temps notre portable. Voilà. Merci de votre attention. Des questions? Pas sur le tagomizer. Hein. On peut s'en faire greffer un peut-être, un tagomizer. Des questions? On n'a pas vraiment la réponse le stégosaure finalement. Est-ce qu'il arrivait à vivre correctement? Sûrement, mais je pense qu'il avait un cerveau tout à fait adapté à ces conditions de stégosaure, qui devaient être des conditions sûrement avec des problèmes pas très difficiles à résoudre. Est-ce que j'utilise mon tagomizer ou pas? Voilà, ça joue comme ça. Moi, je lui pose une question. Merci, Mathilde. Heureusement que tu es là. Est-ce que tu penses que l'IA va augmenter l'intelligence humaine ou pas? Non, je pense pas. Elle a dit. Alors, moi, encore une fois, en science-fiction, il y a vraiment des perles. Il y a une nouvelle de Asimov qui est géniale, où, en gros, les extraterrestres viennent sur Terre, dans un magnifique vaisseau spatial, machin, un truc magnifique, super beau. Et puis ils sont accueillis, et donc les terriens sont admiratifs de cette technologie incroyable, etc. Et en fait, petit à petit, en discutant avec eux, ils se rendent compte qu'en fait, de rien. Ils comprennent rien. Mais ils sont équipés avec des instruments, donc ils ont des boutons poussés, des machins, des trucs. Mais ce qu'il y a derrière, et en fait, ils sont stupides. Les extraterrestres sont stupides, mais ils ont des équipements qui viennent de cultures technologiques très avancées, dont ils ont juste à pousser des boutons. Et en fait, je pense que c'est un petit peu ce qui nous menace aussi. On fait tellement appel à ces instruments pour remplacer certaines activités, hein, et notamment des activités parfois qui sont importantes pour notre cerveau. Trouver une information, bah, je peux peut-être faire un effort de mémoire, ou je peux taper sur Google et puis trouver... Voilà. L'exemple qu'on donne toujours, c'est l'exemple des numéros de téléphone. J'ai plus de numéro de téléphone en mémoire maintenant, je ne connais plus une époque. Hein? Est-ce que ça te rend plus bête? Je pense que étendu à beaucoup de choses, ça peut me rendre plus bête. En gros, les gens, c'est une discussion, hein, je ne prétends pas avoir la réponse, hein. Les gens disent oui, mais maintenant en fait, ils l'utilisent différemment. Par exemple, sur Internet, les gens qui naviguent beaucoup sur Internet, en fait, ils savent où est l'information. Ils connaissent plus l'information, ils connaissent le chemin, ils savent comment utiliser, ils savent quels sont les bons sites, etc. C'est aussi faire travailler son cerveau, hein, je suis d'accord. Hein. Mais je pense que c'est un peu facile de répondre ça.
Je pense que, en fait, apprendre des choses et savoir des choses, c'est un effort quand même. Hein. Or, en gros, on n'est quand même pas très très poussé vers l'effort. Quand on est passé de la préhistoire à l'histoire, quand on a perdu la transmission orale et qu'on s'est rendu vers la transmission, enfin, on a transmis par l'écriture, au départ, on a eu la même angoisse de perdre. Et puis finalement, est-ce qu'on a perdu? Ou est-ce qu'on va vers autre chose? Parce qu'on est en train de quitter... Sur le livre, c'était... Si l'écriture c'est l'histoire, on est en train de quitter l'histoire, on va vers autre chose. Dans le proverbe Arba Manent, le verbe l'oral vole, l'écrit reste. Hein, en fait, c'est une critique de l'écrit. C'est une critique de l'écrit. Merci Monique. Donc, c'est en fait c'est une critique de l'écrit. Parce que l'écrit restait, alors que l'oral était transmis. Donc les gens disaient, voilà, l'écrit, on va perdre quelque chose. Donc oui, non, mais du débat, hein, je suis d'accord. Mais bon. Ouais, pour continuer la discussion sur l'IA, est-ce que ça va nous rendre plus bêtes ou pas? Je pense que c'est exactement le genre de domaine où on va avoir besoin de beaucoup de recherches en psychologie cognitive, en neuropsychologie, parce qu'en fait, il y a un peu toutes les hypothèses. Il y a l'idée que peut-être ça peut nous booster. Et en fait, je pense, tel que l'IA est faite actuellement, ça dépend de comment on l'utilise. Si on l'utilise de façon, par exemple, ChatGPT, ou si on fait juste des copier-coller et qu'on ne relie pas, ben, en fait, ça peut, les gens qui l'utilisent comme ça va être catastrophique pour eux. En revanche, on peut l'utiliser aussi de façon intelligente pour aller plus loin, pour comprendre plus de choses, mais ça, mon avis, c'est pour l'instant, je suis complètement agnostique. Et il faudra faire des expériences pour voir comment ça évolue en fonction de la façon dont les gens l'utilisent. Et il va y avoir beaucoup de recherches nécessaires. J'espère qu'il y aura des financements pour voir les effets sur l'intelligence humaine, quoi. Sous réserve qu'on ait le temps de faire toutes ces recherches. Mais je pense que l'élément, il est aussi lié que, on va dire, quelqu'un qui a 50 ans derrière lui d'apprentissage de toutes sortes, il est peut-être plus capable de faire ce biais de réflexion. Et toute la question elle va être les enfants, en fait. Et en fait, est-ce qu'ils vont apprendre? Est-ce qu'ils vont avoir un apprentissage qui leur permettra d'avoir le recul, quoi. Et en fait, je pense que les plus grosses questions sont là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est les grosses. Est-ce que l'imagerie, elle permettra justement, j'en sais rien, c'est peut-être naïf comme question, mais de montrer une modification du cerveau de cette intelligence artificielle ou pas, ou les modifications que ça peut apporter sur le plan de l'imagerie? Je ne pense pas. En fait, donc l'imagerie, il y a l'imagerie structurelle, hein, l'examen de la structure, donc on peut imaginer je pense que ça a été fait d'ailleurs, hein, des examens de volume, par exemple, du cortex. Donc on étudie l'épaisseur du cortex et on se dit que, bon, voilà, s'il est réduit à un endroit, c'est qu'il y a moins de neurones. Genre, c'est pas tant moins de neurones, c'est plus moins de neuropiles. Il y a l'environnement des connexions, etc., qui est moins présent. Donc ça ouais, c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit aussi spécifique que ça. C'est quand même difficile. Et puis l'imagerie fonctionnelle. Bon, l'imagerie fonctionnelle, c'est l'imagerie du fonctionnement du cerveau. Là aussi, il faudrait vraiment imaginer quelque chose de très spécifique. Il faut dire que, par exemple, l'imagerie métabolique, hein, voir le cerveau fonctionner avec son métabolisme, 95% de notre métabolisme, c'est juste le retour à l'équilibre des membranes des neurones. Lorsque, là, pour vous parler, je joue sur 5%. Hein. Lorsque vous voyez les images avec les tâches, etc., c'est des images contrastives où on fait en gros une activité, on regarde le repos, etc. En fait, on est sur cette marge-là. Mais tout le métabolisme de mon cerveau, c'est juste d'être à l'équilibre. Donc, que je fasse quelque chose ou pas, mon métabolisme sera le même. Donc, autrement dit, si je donne le boulot à l'IA ou si je le fais moi, ça va jouer à la marge, quoi. Et pour compléter un peu, il y a eu quand même des choses sur la plasticité cérébrale. On a une spécialiste ici. La question, c'est par rapport, en fait, ça vient juste de m'arriver sur mon téléphone, c'est qu'en fait, je tapais quelque chose et je me suis rendu compte qu'en fait, la façon dont je saisissais, tapait à l'envers. Donc du coup, je me suis dit, ah oui, je remarque que c'est les mêmes lettres, je retape du coup le mot à l'envers et ça fait un point. Et en fait, en vivant ça, je me suis dit, peut-être que pour moi, au niveau de l'IA, notamment de l'IA générative, il y a ce questionnement de pas simplement... parce que du coup, vous parliez du fait d'avoir
un échantillon parcimonieux de data et être capable finalement de le traiter d'une façon qui se révèle pertinente et de sortir peut-être d'un cadre, d'un processus, d'un protocole, d'un algorithme pour trouver quelque chose qui va faire que j'ai pas testé 2000 fois différentes choses, j'ai juste vu que, ah oui, je reconnais un pattern, et donc du coup j'utilise ce pattern pour trouver quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'ici mais qui semble marcher. Et du coup, par rapport à l'IA générative et l'IA en général, est-ce que, déjà par rapport au cerveau humain et l'IA de l'autre côté, est-ce qu'on a des réflexions, des recherches sur le fait que justement cette capacité de utiliser ce que je sais pour quelque part, alors, innover est un terme peut-être trop loin, mais dévier de la route pour trouver une nouvelle stratégie qui du coup n'ait rien à voir avec tout ce qu'on m'a appris jusqu'ici, mais me permet de jouer dessus. Ma deuxième question, c'est par rapport au parallèle avec l'écrit. Donc du coup, historiquement, on dit que voilà, par rapport à l'écrit, ça a apporté tout un ensemble de nouvelles capacités. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi automatique et équivalent, parce que du coup, par rapport notamment à l'histoire de l'écrit et de la diffusion de l'écrit, ça ne s'est pas fait de la même façon dans toutes les couches de la population. Et donc du coup, quand on dit par exemple le repos sur la mémoire va être peut-être moins important maintenant, ça dépend aussi de la place de l'écrit dans la vie de cette personne, que ce soit professionnellement, personnellement. Donc du coup, il y a toujours cette idée qui me pose question sur le fait que quand on parle de révolution civilisationnelle, notamment par rapport aux technologies, est-ce qu'on n'essaye pas quelque part de lisser un processus qui est beaucoup plus complexe et qui donc avec l'IA peut prendre différentes réalités? Merci. Bon, alors, pour la deuxième question, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que la seule chose un petit peu qui est quand même frappante, c'est l'accélération. C'est le fait que les révolutions, elles se succèdent. C'est ça qui est vraiment étonnant. Et enfin, encore dans le topo tout à l'heure de Martial, on voit que même là sur l'IA, les choses ont une allure folle. En fait, les précédentes révolutions qu'on a connues, y compris celle de l'écrit, c'était quand même du très lent, très progressif. Donc les basculements... Là, ce qui est saisissant, c'est le fait que les choses s'enchaînent. Et pour la première question, je pense qu'en fait, vous faites référence à la créativité. Et la créativité, alors là, c'est vraiment un débat que je trouve super intéressant, c'est est-ce qu'il y a une créativité de l'IA, enfin Martial, parce que la créativité, est-ce que c'est pas aussi un dernier bastion humain? On sait bien que la créativité, enfin l'IA peut produire des films, des machins, une actrice, là j'entendais récemment, une actrice extrêmement douée dans l'expression, mais est-ce qu'on peut encore appeler ça la créativité, simplement parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant? Est-ce que la créativité, c'est pas autre chose? C'est un gros débat, En tout cas, merci pour votre question. On va rester là-dessus, je pense, sur cette question-là. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour votre applaudissement.